et toutes, bienvenue dans la boîte à livres. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Borgeaud. Alors, Olivier est accompagnant parental et aussi papa d'un garçon de 20 ans. En 2002, alors qu'Olivier faisait connaissance avec son petit bout de 51 cm, eh bien, une multitude de questions se sont posées à lui qu'il synthétise sur son site d'ailleurs par une phrase. La question fondamentale que se posent probablement beaucoup de parents. Comment fait-on pour accompagner un enfant et l'élever au plus juste vers sa nature profonde? Question à laquelle il tente d'y répondre dans son livre Parents-enfants, S'élever ensemble, publié aux éditions Atma International. Bonjour Olivier. Bonjour Oriane, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview et Avec de plaisir. venir nous présenter ton dernier né. Alors, on commençait à préparer la séance, là, l'interview, et tu m'as corrigé en disant que tu te définis plutôt comme un accompagnant et non pas comme coach. Quelle est la différence pour toi? Mais, tout est dans le terme, en fait. Le fait d'être coach implique que, dans ma vision des choses, qu'il y a une certaine implication de ma part dans la façon dont le parent va se comporter vis-à-vis de ses enfants, alors que le fait d'accompagner, c'est simplement euh, aider la personne à trouver sa propre façon d'être, sa propre façon de vouloir être parent avec les enfants qui sont les siens. Donc, Oui, c'est beaucoup plus doux pour moi, cet accompagnement, que ce coaching. c'est reconnecter les parents aussi à leurs compétences. Oui, tout à fait. Enfin, ce sont les parents qui élèvent leurs enfants. Moi, je ne Mhm, suis là que pour les aider à se trouver eux-mêmes dans leur rôle. mhm. C'est du vécu puisque tu racontes sur ton site que tu as été papa solo et que que tu as vécu une déchirure lors de la séparation qui a activé un besoin impérieux d'entretenir et de faire vivre ta relation avec ton fils. Et il se fait que tu t'es senti démuni à ce moment-là, que tu as ressenti ce besoin, excuse-moi. Alors, c'est vrai, d'un côté, on peut dire que depuis toujours, bah, la parentalité, c'est quelque chose qui se vit comme ça. On ne va pas suivre l'université des parents, ni l'école des parents. On le vit, je dirais, sans avoir aucune éducation, aucune formation. Mais alors, dis-nous ce qui t'a manqué. Oui, c'est vrai qu'au fil des années, enfin, depuis très longtemps, les parents font un peu comme ils le sentent. Il n'y a pas un grand manuel qui serait la référence pour tous les parents de par le monde. Euh, Moi, ce qui m'a manqué, en fait, je ne suis pas sûr qu'il m'ait manqué quoi que ce soit. Je pense que j'en ai plutôt eu en trop, en fait. J'ai plutôt eu la peur d'être trop copain, donc de ne pas respecter, ou pas être parent vraiment avec mon enfant. La peur d'être trop dur avec lui, ce qui fait qu'il aurait refusé de venir me voir. Ça, ce sont des choses que j'ai ressenties très profondément et qu'il a fallu que je travaille. Et puis aussi, alors s'il y a un an quand même qui me vient, c'est que mes parents moi-même sont divorcés quand j'avais 3 ans, au même âge que mon fils, en fait, ce qui est peut-être pas un hasard. Mhm. Et donc, j'ai grandi sans cette référence parentale, sans cette référence de père. Et je me suis créé une image par moi-même en allant piocher ici, à droite et gauche, chez le parent d'un copain, chez un professeur que j'ai eu, chez un ami de la famille. Et je me suis créé une image que j'ai construite de petites pièces détachées comme ça, une image d'un père que j'aurais aimé avoir. Hmm. Alors, dans ton livre, tu parles de co-créer la relation parent-enfant. Ça veut dire quoi Oui. pour toi, ça? La co-création, en fait, quelle qu'on soit la relation qu'on entretient avec qui que ce soit, c'est une interaction de deux personnes. Et donc, c'est ça, la co-création, c'est faire en sorte que la relation que j'ai avec mon enfant ne soit pas simplement issue de moi, mais soit issue d'une interaction entre nous deux. Être parent, c'est aussi une forme de responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Et ça, c'est derrière le mot responsabilité, j'entends souvent une forme d'obligation de faire, d'être comme il faut, comme il se doit, etc. Je préfère mettre le mot conscience aussi parce que c'est une forme de découverte. C'est plus léger la conscience. Oui. C'est l'observation qu'il y a derrière. C'est l'accueil, c'est l'acceptation, l'empathie, la bienveillance, ce genre de choses. Et donc, il y a un partage qui se crée entre le parent et l'enfant. Lorsque l'enfant est tout jeune, la responsabilité, parce qu'effectivement, il y en a une, c'est que le parent s'occupe de son enfant. Mais au fil du temps, lorsque l'enfant grandit, il y a un équilibre qui se crée dans la relation
Et on se rend tous bien compte que on n'a pas du tout la même relation avec nos parents quand on était enfant que quand on est devenu adulte. Il y a quelque chose qui s'est équilibré. L'implication du parent s'est allégée pour laisser la place à son enfant. Hmm. Et c'est dans ce sens-là que je parle de co-création entre le parent et son enfant. Oui, j'aime bien cette notion. Je rebondis sur ce que tu dis là, hein, cette évolution de cette relation. Et page 19 d'ailleurs, hein, pour les lecteurs, ici les auditeurs et les auditrices, tu proposes aux parents de reconnaître et d'accepter d'être imparfaits. Mais alors je me posais la question, comment poser son autorité si on est d'office imparfait? On peut se poser la question, qu'est-ce que serait le parent parfait aussi? Là, on est dans le monde du super-héros. Hmm. Ah oui. Personne d'entre nous n'est parfait. Donc, il n'y a pas de raison que nous soyons parfaits avec nos enfants. Et ce serait une illusion de le croire, en fait. Hmm. Cette idée de parent parfait, c'est juste un concept qu'on s'est créé. Lorsque je vous disais tout à l'heure que je me suis créé une image parentale, une image de père, en faisant un patchwork des amis, etc., des gens que j'ai rencontrés, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, ça, c'est exactement ce que je voudrais, ça, c'est ce dont j'aurais besoin, ça, c'est une intervention qui m'a plu, une façon de faire qui me plaît. Mais je parle de moi, là. Hmm. C'est le parent que moi, j'aurais aimé avoir, le parent qui aurait été parfait pour moi, en aucune façon le parent qui aurait été parfait pour mon enfant. Tout à fait. Tu vois? Et pour faire preuve d'autorité vis-à-vis de mon enfant, il y a trois choses en fait. D'abord, ce serait montrer l'exemple. Moi-même, ça, c'est la meilleure façon d'appliquer une autorité, c'est de montrer l'exemple. La deuxième, c'est qu'en fait, je suis aussi dépositaire de l'autorité de part de toutes mes générations qui sont passées avant moi. L'autorité vient naturellement. Le parent fait preuve d'autorité sur son enfant, et donc c'est quelque chose de normal. Et puis, la troisième chose, c'est aussi de comprendre que l'autorité n'a de sens que si elle est acceptée par l'enfant. Et pour que l'enfant accepte l'autorité, il est important qu'il comprenne l'importance et l'intérêt qu'il a à respecter ce qui lui est proposé. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, que l'enfant puisse accepter cette autorité. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Parce que je remarque que les enfants savent tout et parfois se moquent un peu même de leurs parents parce qu'ils les trouvent ringards, ils savent pas TikTok ou je sais pas moi, des choses dans ce Bah, c'est un genre-là. juste retour des choses, ça. On a tous un peu fait ça, hein. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Donc, cette autorité, d'ailleurs, moi j'aime bien dire, hein, autorité, c'est pas l'autoritarisme. Souvent, les personnes confondent autorité et autoritarisme. L'autorité, c'est je sais de quoi je parle. Et en tant que parents, Exactement. nous avons une expérience et nous savons pourquoi nous imposons un interdit, mettons une protection, exigeons un comportement. C'est parce que nous savons pourquoi c'est bénéfique. Et donc, c'est ça la vraie autorité, selon moi. Ça a l'air. Oui, c'est ça. Et justement, parce que c'est bénéfique, il faut que l'enfant comprenne que c'est bénéfique pour lui aussi. Et dans ce cas-là, une fois qu'il aura compris, il pourra se plier à ce qu'on lui demande, c'est en quelque sorte. Hmm, Mais ça fait aussi référence au cadre, ça. Le oui. cadre qu'on donne à un enfant. Et alors, le cadre, il a souvent une mauvaise réputation parce que on entend souvent parler de ça en disant, mais lui, il faut le recadrer parce que ça ne va pas du tout. Et donc, ça donne une notion négative de ce cadre. Hmm, Moi, le cadre, je le définis comme, par un exemple simplement, lorsque je suis dans un pays étranger que je ne connais pas, où j'y vais tout seul, et puis j'ai de fortes chances d'aller à l'encontre des règles établies, de ne pas respecter les coutumes, et tout ce genre de choses, et de me faire remarquer très rapidement. Ou alors, je vais avec une personne qui est locale, qui habite le pays, et qui saura m'expliquer comment faire, comment se comporter dans telle situation, la façon, les us et coutumes du pays. Et en fait, le cadre, c'est ni plus ni moins que ça, c'est accompagner cet enfant qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas l'environnement dans lequel il est, à évoluer et à s'adapter au monde qui l'entoure. C'est joliment dit, ça. J'aime bien. Alors, aujourd'hui, les parents n'aiment plus trop être dans cette autorité. C'est quand même assez courant que les parents veulent être un peu les copains de Ouais. leurs enfants. Et ben aussi, il y a beaucoup de parents qui sont pas sûrs d'eux. Et n'est-ce pas déstabilisant pour l'enfant de faire face à un parent qui n'est pas sûr de lui? On revient un peu aux parents parfaits, quelque part, c'est Mhm. à peu près la même idée pour moi.
Euh, non, je pense pas que ce soit déstabilisant. Quelque part, même, ça peut être rassurant, je pense. Hmm. Parce que pour un enfant, il n'est pas sûr de lui non plus. Un enfant, ça fait des erreurs. Un enfant, ça a des émotions. Un enfant, ça fait tout comme un adulte, en fait. Mais ça ne sait pas encore le gérer. Ah oui. Et donc, le parent, lorsqu'il montre qu'il fait des erreurs, lorsqu'il montre qu'il n'est pas sûr de lui, lorsqu'il montre qu'il a des émotions et qu'il accepte de les mettre sur la place publique familiale, il montre aussi comment il fait pour les gérer, comment il fait pour réparer, comment il fait pour s'améliorer, etc. Et ça fait aussi office de formation pour l'enfant. Hmm. Ça fait office de modèle. Finalement, c'est un exemple qui parle par lui-même. Exactement, on apprend juste à l'enfant à devenir humain. La meilleure façon de montrer, d'apprendre à un enfant à être humain, c'est de l'être soi-même, avec tout ce que ça comprend. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, j'espère que ça inspire nos auditeurs et nos auditrices. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ont envie de l'acquérir, eh bien, c'est un livre qui est jalonné de propositions d'exercices pour mieux se connaître, de graphismes. Voilà, il y a des dessins, etc., qui aident à mieux comprendre. Et donc, ainsi, page 36, tu dis que nous sommes le parent de l'enfant que nous avons et non de celui que l'on aurait aimé avoir. Alors, je trouvais que Exactement. Quand je su que j'allais devenir papa, bah, j'ai imaginé mon fils, quoi. Enfin, même pas, j'imaginais l'enfant parce que je voulais pas savoir quel était le sexe. Donc, je l'ai imaginé et c'était forcément euh, l'enfant parfait à la limite. Sage, euh, qui écoute ce qu'on lui demande de faire, qui... Voilà, tout parfait. Et puis après, bah, voilà, il est né, quoi. Et puis, je me suis rendu compte que c'était devenu autre chose. Donc, toutes ces images que j'avais en tête de l'enfant, elles sont tombées d'un seul coup. hmm, Et puis, euh, les attentes qu'on a par rapport à son enfant, c'est aussi une entrave à la relation que j'ai avec lui. Parce que si je veux qu'il soit comme si ou ça et qu'il ne l'est pas, forcément, ça va me contrarier. hmm. Forcément, je vais vouloir faire en sorte qu'il le devienne. Et forcément, ça va aller à l'encontre de son désir, de sa nature profonde. Et il va grandir d'une façon un peu biaisée parce qu'il va vouloir d'une certaine façon écouter ce que je lui demande parce que l'amour d'un parent pour un enfant, c'est important, donc il faut qu'il l'obtienne. Donc pour ça, il écoute il fait ce qu'on lui demande. Mais d'un autre côté, ça ne lui correspond pas parce que ce n'est pas sa nature profonde. Mhm. Donc il a un peu les fesses entre deux chaises et il ne sait plus trop comment faire. Ça, c'est une partie qui appartient aux parents de s'affranchir de ses attentes vis-à-vis de ses enfants, pour leur laisser le libre choix de devenir qui ils sont vraiment, dans leur être profond. Et c'est un réel travail. Ah Je me oui. suis rendu compte au fil du temps que on a vite fait de revenir à ce que ce dont on a besoin. Et puis, il faut une introspection, un retour à soi pour se dire, OK, non, lui, il est comme ça, il n'est pas à correspondre à qui je veux qu'il soit. C'est à moi de le laisser évoluer vers qui il veut être. Hmm. Oui, et donc ça ramène aussi le parent à être un guide pour ses enfants plutôt qu'un dresseur ou à, oui, oui, quelqu'un qui va formater son enfant. Voilà, c'est pour ça, quelque part dans le livre, je dis que éduquer un enfant, ou élever un enfant, c'est deux choses différentes à mon sens. Mhm. L'éduquer, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le fait de coacher d'une certaine façon, c'est vouloir faire en sorte qu'il fasse ce que je lui demande de faire. Et l'élever, c'est cette notion justement d'élévation de soi. Mhm. Une- un- on oublie ça dans le terme élevé, c'est l'élévation de soi pour que la personne, en l'occurrence l'enfant, trouve son propre chemin et devienne qui il veut être. Ouais, c'est beau. En étymologie, on dit que éduquer, ça vient déducere en latin, qui veut dire conduire au dehors. Ça aussi, je trouve ça pas mal, dans la mesure où finalement, toute cette période d'éducation, c'est faire en sorte que notre enfant puisse vivre indépendamment de nous et être pleinement lui-même dans le monde. C'est Euh, ça, une autre façon d'élever, de sortir du carcan familial et de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et tout ça m'amène d'ailleurs à ce terme que tu utilises,
être consciemment parent. Qu'est-ce que ça veut dire alors pour toi? Consciemment parent, ça veut dire être présent autrement que par le physique, être, euh, être disponible, être à l'écoute, être observateur, de façon à ce que tout ça mélangé, on puisse créer une relation dans la plus grande vérité avec son enfant. Être conscient, c'est comprendre ce qui se passe chez l'enfant pour pouvoir y répondre au mieux, comprendre aussi ce qui se passe en soi pour pouvoir éviter d'interférer négativement avec son enfant. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, le fait de lui laisser le chemin et la voie libre pour qu'il puisse devenir qui il est vraiment. Mhm. C'est là que je mets le terme conscience dans l'aide que j'apporte à mon enfant. L'aide pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse se trouver, pour qu'il puisse se sentir bien dans le monde dans lequel il évolue. Dis donc, c'est un sacré travail, ça. Ah oui, oh oui, c'est un sacré travail. Ah, au cas où il y a des personnes qui nous écouteraient, qui se disent, oh, mais être parent, c'est quelque chose de naturel, ça va de soi. Ben non, non, ça ne va pas de soi. C'est une. Est-ce qu'on pourrait dire que nous évoluons, nous nous élevons aussi en élevant nos enfants? Ah oui, évidemment. Ben oui, c'est pour ça le titre du livre, S'élever ensemble. Ben, ah oui, ça va là. Voilà, voilà, au cas où. Et oui, Oui, parce que de oui. fait, effectivement, l'enfant s'élève parce qu'il apprend à vivre dans le monde dans lequel il est, mais aussi le parent s'élève parce qu'il doit répondre à ses questions, il doit pouvoir être en mesure de trouver la façon dont il veut accompagner son enfant. Il doit trouver la façon dont il veut aider son enfant à grandir. Et ça, c'est une grande remise en question. Le fait de lâcher ses attentes, comme on disait tout à l'heure, c'est un vrai travail. Mhm, C'est aller refuser dans une certaine direction qui serait déjà définie pour ouvrir l'éventail des possibilités et laisser l'enfant évoluer dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. mhm. Et au bout du compte, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui. Parce que la relation est beaucoup plus sincère et beaucoup plus vraie que s'il y en a un qui veut dicter à l'autre la façon de faire. Effectivement, effectivement. Et je dois dire, je suis maman de quatre enfants, je suis grand-mère de deux petites filles, et je dis toujours, c'est mes enfants qui m'ont permis de devenir qui je suis. Oui, Parce que j'ai appris énormément avec eux, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette période de vie, puisque bon, maintenant pour moi c'est derrière moi, bien qu'il y a encore une façon d'être parent, même d'adulte, d'enfant adulte, il y a encore une place, il y a un rôle particulier. oui, je Euh, parle dans mon livre de cette notion entre maman et mère, la mhm, différenciation que je fais entre les deux. Effectivement, la maman, c'est euh, au début de la vie de l'enfant, où il mhm, faut choyer, il faut être là, il faut s'occuper de lui au fil du temps. Et puis, dans la transition avec le temps, on passe du rôle de maman au rôle de mère, et donc qui serait quelqu'un de beaucoup plus référent à la demande de l'enfant. mhm. Une fois qu'il a grandi, qu'il sait faire et qu'il est autonome dans ce monde, il peut toujours venir voir pour poser une question, prendre une référence, prendre un avis, quelque chose. Et là, ce serait plutôt le rôle de mère. Effectivement, c'est pareil pour les papas. Le rôle de papa et le rôle de père, c'est la symétrie de ce que j'ai dit pour les mamans. Tout à fait. Et j'aime bien hein, ta façon d'aborder les choses parce que, bon, moi, en tant que constellatrice familiale aussi, on donne de l'importance à la loi de l'ordre. Et donc, les parents sont les grands, les enfants sont des petits, et on sera toujours les petits de nos parents, et on sera les grands de nos enfants. Et donc, on peut cumuler ces places, mais aussi, il y a, grâce à cette approche des constellations, une façon d'honorer les anciens qui parfois, à mon avis, se perd dans notre société puisque les anciens sont devenus des personnes un peu inutiles, à charge de la société, etc., etc. Et là, dans ta façon d'aborder les choses,
comme dans la manière d'aborder la philosophie de vie des constellations, c'est de redonner une vraie place aux anciens qui peuvent continuer à être des référents, comme tu dis, et à soutenir, à être présents juste par leur présence. Exactement. Je crois que c'est ce que Bert Hellinger appelait la préséance Oui, c'est ça. tout à fait. Euh, donc Bert Hellinger, le créateur des constellations familiales. Oui, c'est ça. Les anciens, comme tu dis, ont une place importante Oui, tout à fait. de référence. Alors, il faut quand même moduler ça un petit peu parce que le, il faut quand même laisser à chacun le libre arbitre de faire comme il veut. OK? Mais une Donc, ce sont des référence, c'est juste références. une référence. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais je précise justement, ce sont des références Oui. auxquelles on peut se rapprocher pour avoir un avis, pour avoir un conseil, ce genre de choses. Malgré tout, on reste maître en la matière chez soi et c'est à chaque parent d'élever ses propres enfants et non pas aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, à toute l'arbre généalogique qui est au-dessus de nos têtes. Oui, tout à fait. Bien, ben voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Mais avant de terminer, aurais-tu une recommandation pour les parents qui nous écoutent et qui t'a peut-être aidé dans ton rôle de père? Euh, oui, moi, il y a une citation qui m'a beaucoup aidé dans le rôle de père, c'est celle que, alors j'ai vu attribuer à pas mal de monde quand j'ai fait des recherches sur Internet. Moi, je l'attribue à Montaigne parce que c'est la première que j'ai trouvée et qui dit que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Hmm. Donc, plutôt que de déverser dedans des choses qui viendraient de moi, voilà, tu vois la tête que tu fais, c'est toute triste comme ça. Eh ben, je préfère le feu qui commence à crépiter par lui-même et qui se crée et puis qui va grandir et qui va croître et qui va, voilà, c'est beaucoup plus joyeux un feu. C'est vivant, Effectivement, c'est vivant. J'aime cela. voilà. Encore un tout grand merci, Olivier, d'avoir accepté de venir nous présenter ton livre et puis d'avoir parlé avec autant de sagesse aussi. Et puis, à vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous dire si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, ding ding, pour ne rater aucune de nos prochaines interviews. Au revoir, Olivier. Au revoir, Ryan, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Au revoir à tous et toutes. À bientôt.